Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième atelier virtuel que le GERS, GIE GERS et GERS Data organisent conjointement. Vous étiez 499 à vous être inscrits lors de la précédente édition. Il y avait eu un peu plus de 547 présents. Pour cette deuxième édition, vous êtes 601 inscrits. Donc, on peut espérer dépasser la barre des 650 ou 700 personnes présentes. Donc, merci beaucoup pour votre présence et de bien vouloir assister à cette deuxième édition. Mais je ne voudrais pas commencer cet atelier sans avoir une pensée émue pour Claude Le Pen, qui nous a quittés la semaine dernière. Au-delà d'être un économiste de renom, Claude était avant tout un homme de valeurs et de principes. Il nous a accompagnés au GERS au travers de sa chronique dans les tableaux de bord mensuels pendant de longues années. La pertinence et la justesse de ces analyses ont contribué à la réflexion sur un système de santé aujourd'hui en proie à la pandémie du Covid-19. Au nom de nous tous présents ici aujourd'hui, nous adressons aujourd'hui à sa famille l'expression de notre plus profonde sympathie. Voilà, donc je ne voulais pas démarrer cela sans avoir une pensée pour Claude. Nous allons donc maintenant passer à la présentation de ce deuxième atelier. Donc, nous avons choisi le même format que le précédent. Donc, nous allons faire le point sur ce qui s'est passé en officine, au niveau des cabinets de médecine générale et spécialistes, ce qui s'est passé au niveau de la téléconsultation depuis le 17 mars, également à l'hôpital. Donc, différents points seront en fait traiter 4 grands sujets et on aura ensuite une intervention en plus par rapport à la semaine dernière. Donc, tout d'abord, un point sur la médecine générale que vous présentera David Cyr avec que se passe-t-il au niveau des nouveaux cas Covid, les symptômes, les diagnostics. Et les points, aussi un point, on a voulu cette semaine axer aussi, élargir un peu cette vision au travers des maladies chroniques et voir ce qui pouvait se passer sur les autres segments. On fera quand même un zoom aussi sur les points clés, sur les produits clés du Covid-19, un point sur l'activité en officine et un point sur l'activité en office, à l'hôpital. Enfin, on aura le point de vue de Patrick Bertin, que tout le monde connaît, économiste de la santé, sur les conséquences de cette crise et quelques éléments de réflexion. Donc voilà, donc cet atelier virtuel est rendu possible, bien sûr, grâce à l'écosystème Pharma-CGDIM qui nous permet de recueillir énormément de données, et ceci grâce en fait à toutes les divisions du groupe CGDIM, que ce soit les logiciels professionnels pour les professionnels de santé, que ce soit tout ce qui concerne l'affichage ou la communication digitale en pharmacie, également tout ce qui est la digitalisation des métiers et leur simplification au travers des outils qui sont proposés. Également ce que l'on offre avec la BCB, avec la base de données médicaments et produits de santé, PharmaML qui permet les échanges entre pharmaciens et leurs fournisseurs, et enfin Maya qui est le dernier du groupe et qui est en fait qui permet la prise de rendez-vous avec les professionnels de santé, et surtout la seule solution de téléconsultation qui permet la prise de rendez-vous immédiate. Donc, grâce à tout cet écosystème, on dispose aujourd'hui de data extrêmement importantes qui nous permettent de vous présenter tout cela. Alors, ces données sont transmises également régulièrement aux autorités de santé pour leur apporter un maximum d'informations, que ce soit la Direction générale de la santé ou le ministère des Solidarités et de la Santé, mais également l'ANSM, l'assurance maladie.
et nous leur apportons des informations au travers de nos données salines, SOGNOW, SOGERLY, Sellout, Gerstructure, mais aussi les données hospitalières avec Statop et aussi, bien entendu, les données de prescription avec la base TIN. Donc, nous allons maintenant démarrer dans le vif du sujet et je vais laisser la parole à David pour vous présenter le point sur la médecine générale. Merci Patrick. Qu'en est-il sur la médecine générale? On avait observé la semaine dernière une baisse du trafic en médecine générale. On était à moins 38% la semaine du 23 mars. Sur la toute dernière semaine de mars et premier jour d'avril, on est descendu à moins 41%. Pour rappel, un mois d'août, généralement, traditionnellement, c'est moins 30% en termes d'activité. Et là, on est déjà à moins 41%, intégrant également le passage de la téléconsultation. Donc, même si on le voit dans cette slide-là, la téléconsultation a connu un essor remarquable au lendemain du confinement, avec une croissance exponentielle dans la part des consultations. On observe un plateau depuis la fin mars et tout début avril, autour de un peu plus d'un quart des consultations en médecine générale sont faites via la téléconsultation et le plateau dure, puisque du coup, ça fait presque une dizaine de jours où on est toujours autour de 25%. Quand on regarde au travers le panel SIN, donc l'observatoire en vraie vie, par spécialité, on a des différences de taux d'usage selon les spécialités. Diabéto-endocrino, on a 8 médecins sur 10 qui ont au moins essayé une fois la téléconsultation. On est à 2 tiers, un gros 2 tiers pour MG et rhumato, neurologue. Et puis ensuite, on a effectivement à moins d'un médecin sur 2, la gastro, la gynéco et les cardio. Quand on regarde la répartition de l'usage de la téléconsultation sur les différentes régions en France, on a des grandes régions comme les Pays de Loire, la Normandie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Aquitaine-Limousin, Poitou-Charentes, qui sont dans le top des régions qui ont le plus utilisé la téléconsultation. Et puis ensuite, dans un deuxième lot, plutôt en retard sur le déploiement de la téléconsultation, on va avoir la Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire et l'Alsace, Champagne-Ardenne-Lorraine. Le gros avantage de cette carte, je suis toujours mauvais en géographie, c'est que ça me fait réviser les régions et que comme je m'occupe un peu de ma fille de temps en temps, ça me permet de travailler avec elle sur cette carte-là. Quand on regarde la pyramide des âges et ce que ça produit selon les consultations en médecine générale versus l'année passée, on voit que la pyramide des âges a sensiblement été modifiée en période de confinement et aussi à travers les tranches d'âge. Donc, dès que vous voyez une petite flèche rouge vers le bas, c'est que c'est plus faible que l'année passée d'une manière significative. Et la flèche verte vers le haut, c'est que la différence est significative. Donc, on peut noter, alors effectivement, est-ce que c'est une surprise? À vous de nous le dire, mais c'est vrai que sur le profil plus âgé, donc plus de 75 ans, on a une part réalisée en téléconsultation qui est supérieure aux consultations physiques, liées aussi probablement au fait que c'est des personnes très à risque. On est à l'équilibre sur les 61-75 ans, au même niveau que l'année passée. Et surtout, on voit aussi que les moins de 15 ans, on a un taux de consultation qui est beaucoup plus faible que l'année passée. Et les 15-30 ans, plutôt en physique qu'en téléconsultation. Un petit point sur le renouvellement qui prend le pas sur les segments dynamiques. Quand on regarde justement sur 2 classes de pathologies chroniques, le cholestérol et le Parkinson, vous avez l'évolution du taux de renouvellement des patients au fil des semaines. Sur le cholestérol, on est entre 90 et 91% avant le mois de mars. Et puis, on passe justement depuis le confinement à 93% et plus pour le cholestérol. Et la différence est beaucoup plus significative
sur le Parkinson, puisque on avait une part du renouvellement qui était autour de 72, 73, 74%, et on est au-delà des 80% depuis le confinement. Donc, des segments dynamiques beaucoup plus faibles. Dans les segments dynamiques, vous avez aussi bien les initiations de traitement, les nouveaux patients et les changements de traitement également. Hop, excusez-moi. Hop. Hop, 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 hop. Hop. Je me suis trompé. Hop. C'est le direct. Hop. Quand on regarde l'évolution des cas de Covid, on observe, alors ce qu'on a mis en regard sur cette carte-là, c'est les nouvelles hospitalisations communiquées par santé publique et également le nombre de cas qu'on observe dans la bassine. Et effectivement, on a plus de cas en médecine générale qu'en hospitalisation, mais surtout, vous pouvez voir le miroir de la courbe et les mêmes dynamiques. On voit le plateau de la semaine dernière, donc du 6 au 10 avril, puisque on observe aussi bien sur les données hospitalières que dans nos propres données une baisse d'à peu près 30% par rapport à la semaine précédente. Et quand vous regardez la carte de France par rapport à celle de la semaine dernière, la différence est très légère, mais on a un tout petit peu moins de nombre de cas en Pays de Loire, en Languedoc-Roussillon et également en Corse. Patrick, un petit point sur les produits clés? Donc, effectivement, on va regarder maintenant ce qui s'est passé sur cette dernière semaine sur les principaux produits qui sont utilisés par rapport au Covid-19 et en particulier le paracétamol. Donc, comme on avait pu le constater la semaine précédente, on voit que le poids des prescriptions au total chez le médecin généraliste a fortement augmenté depuis le début du confinement, même si il est en légère diminution sur la dernière semaine, mais il reste à un niveau largement supérieur à ce qu'il était avant l'épidémie de Covid. Quand on regarde les sorties, enfin les entrées, les achats et les sorties en pharmacie, on voit que les pharmaciens d'officine ont anticipé au moment du confinement cette consommation de paracétamol. Et on a eu également un pic de consommation juste en semaine 12 qui correspondait en fait juste avant le décret qui est les recommandations qui ont été annoncées par le ministère de la Santé, par l'ANSM sur la prescription et la délivrance du paracétamol. Mais on voit que depuis, la délivrance en officine a légèrement diminué, mais cela est essentiellement lié à la baisse du trafic en officine, principalement. Quand on regarde le poids de la prescription, en fait, il est lié, en semaine 12, la baisse était liée à cette consommation hors prescription, où il y a eu un fort afflux de patients qui sont allés en officine et qui ont pris sans prescription leur paracétamol. Et depuis cette recommandation, on est revenu à des taux usuels autour de 80%. Enfin, à l'hôpital, on a également eu ce pic d'achat et de commandes important en semaine 12 qui aujourd'hui a tendance à diminuer et on se retrouve maintenant à un niveau équivalent à ce qu'il était avant la crise. Alors, sur les autres produits, on peut voir que alors oui, sur la dispensation issue des prescriptions, il y a un point qui est intéressant à noter, c'est que le nombre de boîtes délivrées sur prescription a fortement augmenté. Vous avez ici les délivrances journalières depuis le 20 mars. On voit qu'aux alentours du 20 mars, le poids des prescriptions de 3 et 4 boîtes dépassait 50%.
Aujourd'hui, cette même délivrance, et en particulier les délivrances de plus de 4 boîtes, ont fortement augmenté puisqu'elles ont pris plus de 10 points entre le 20 mars et le 9 avril. Les 3 boîtes sont restées assez stables et ce sont les prescriptions de 2 boîtes et 1 boîte qui ont diminué. Quand on regarde l'ibuprofène, les achats et les ventes de l'ibuprofène ont été très très fortement impactés par la recommandation qui déconseillait l'utilisation d'ibuprofène. Donc, cela se traduit dans les chiffres dès la semaine 11, avec le pic qu'on avait vu, des personnes avaient anticipé, et ensuite, semaine 12, recommandation. Donc, on a une baisse extrêmement importante qui se prolonge jusqu'en semaine 14. En ce qui concerne l'azithromycine, là, le pic est encore plus important, même s'il se situe à des niveaux de prescription, on le voit chez le médecin généraliste, beaucoup plus bas, puisque la prescription le pic est monté à presque 1% des prescriptions totales du médecin généraliste, alors que ces mêmes prescriptions étaient plus proches de 0,3% avant la pandémie. Et elles restent à un niveau quand même toujours élevé à 0,7%. Ça se traduit aussi en sell-in et en sell-out avec des achats des pharmacies d'officine et une consommation qui est en pharmacie d'officine, en tout cas des sorties qui restent relativement moins importantes par rapport aux achats qui ont été faits par les officines. Et bien sûr, la prescription est essentiellement sur ordonnance avec plus de 95% des délivrances sur prescription. À l'hôpital, également une très très forte augmentation des consommations d'azithromycine où cette consommation a été multipliée par 30 au moment du pic de la pandémie. En ce qui concerne ensuite les antitussifs, donc par rapport à la semaine dernière, pas grand-chose à dire. En fait, bon, il y a eu un léger pic au moment de l'annonce du confinement qui ensuite a fortement diminué, autant au niveau des prescriptions qu'au niveau des sorties en officine. Les prescriptions restent stables à 50% et la consommation à l'hôpital reste stable. Donc, pas grand-chose sur cette gamme de produits. Enfin, concernant le Plaquenil, on retrouve à peu près les mêmes courbes que l'on avait pour l'azithromycine, c'est-à-dire un niveau de prescription qui, chez le médecin, est très faible, parce que là, on se situe non pas à 0,2%, mais à 0,2 pour 1000. C'est monté à 0,6 pour 1000, donc une très forte augmentation, même si encore une fois, on est à des niveaux de prescription assez faibles et malgré en semaine 14, une diminution à 0,3. Donc quand même une augmentation et qui se traduit au niveau des ventes, tant pour les achats des officinaux que pour les sorties, avec un pic fort en semaine 12 qui s'est prolongé en semaine 13 et on arrive aujourd'hui en semaine 14. On retrouve des niveaux qui étaient à peu près ceux d'avant le démarrage de la pandémie. Et comme pour les autres produits, un pic également à l'hôpital en semaine 12. Enfin, quand on regarde ce qui s'est passé sur les gels hydroalcooliques, là, on a une petite différence, c'est-à-dire qu'il y a eu bien sûr le pic post-confinement où en semaine 9 déjà on commençait à parler de toutes les mesures de protection et en particulier sur le lavage des mains. Donc la consommation des gels hydroalcooliques avait fortement augmenté. Ce sont des données sell-out, donc tant bien sûr en chiffre d'affaires qu'en unité. Ensuite, il y a eu une très forte diminution qui était liée en particulier aussi à des ruptures d'approvisionnement des pharmacies. Et on constate depuis la semaine 13 et la semaine 14 une forte augmentation et une reprise des ventes de gel hydroalcoolique
avec l'arrivée d'abord de nouveaux fournisseurs, bien sûr, de gel hydroalcoolique, et puis aussi l'ensemble des fournisseurs qui ont augmenté leur capacité de production. Donc, avec des augmentations sur les 2 dernières semaines de l'ordre de plus de 70%. Donc, maintenant, nous allons faire un point sur ce qu'il s'est passé en officine, à la fois sur le trafic et sur l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, sur l'évolution du chiffre d'affaires, en données quotidiennes depuis le 2 mars. Alors là, on a arrêté volontairement cette courbe au 4 avril. Vous voyez qu'il y a eu un pic juste avant le confinement, hein, le 17 mars, où le chiffre d'affaires de l'officine a explosé. Et depuis, on a un chiffre d'affaires qui a fortement diminué pour se stabiliser aujourd'hui autour de moins 20%, toute activité confondue à l'officine. Et cette baisse du chiffre d'affaires est parfaitement corrélée à l'évolution du trafic en officine, où on a ce pic entre le 16 et le 17, et ensuite une baisse du trafic qui se situe également entre moins 15 et moins 25%. Donc, et qui risque bien entendu de se prolonger. Alors, quand on regarde, ensuite, on va prendre une échelle de temps beaucoup plus courte entre le 30 mars et le 10 avril. Et on voit que cette baisse qui était de l'ordre de moins 15, moins 20% a tendance aujourd'hui un peu à se ralentir et on a un trafic qui est remonté un peu. Alors bien sûr, il est en régression par rapport aux mêmes semaines de l'année précédente, hein, aux alentours de moins 10, moins 12%, mais quand même un ralentissement un peu moins marqué que les jours précédents. En ce qui concerne l'évolution des passages avec et sans ordonnance, on voit qu'il y a eu ce pic avant le confinement, au moment du confinement, et ensuite un effondrement avec ou sans ordonnance. Donc, dans l'activité du pharmacien, que ce soit l'activité sur prescription ou l'activité de conseil, les deux ont fortement baissé, un peu moins pour l'activité de conseil. Là, le pharmacien joue pleinement son rôle, mais sur un volume de passage qui est beaucoup plus faible. Alors, quand on regarde l'évolution du chiffre d'affaires des officines, en fait, par type de prescription, on voit, la courbe totale, c'est ce que l'on vous a montré tout à l'heure, mais en ce qui concerne les prescriptions de ville, on a ce pic qui est monté à 20% en semaine 12 et puis une forte baisse en semaine 13 et 14 avec moins 18, moins 23%. En ce qui concerne les prescriptions d'origine hospitalière, celles-ci ont également fortement augmenté en semaine 12, mais ont nettement moins baissé par la suite. Il s'agit souvent de produits majeurs et les patients ont continué quand même, pour un grand nombre d'entre eux, à aller les chercher. D'autres jouent sur les conditionnements et sur la durée de prescription. Enfin, sur le conseil, on retrouve un peu la courbe à laquelle maintenant on est habitué. Très forte augmentation dans les semaines avant le confinement et ensuite un effondrement du chiffre d'affaires en semaine 13 et 14 aux alentours de moins 16%. Quand on regarde ensuite l'évolution de ce chiffre d'affaires par taux de TVA, donc par taux de TVA, en fait, quand on regarde les médicaments, la TVA à 2,1%, on se retrouve avec le pic en semaine 12 et moins 17%, moins 15, moins 17% en semaine 13-14. Les taux de TVA à 10%, donc pour les médicaments, les autres médicaments, mais hors prescription. Là, on a également ce pic et une baisse très importante à moins 30%. Pour la TVA à 5,5, donc les compléments alimentaires et tout ce qui est dans l'alimentaire, le pic moins important avant confinement, mais un impact très important après le confinement et qui est lié là directement au trafic.
De même pour les autres produits, donc là, TVA à 20%, une petite augmentation avant le confinement et ensuite une baisse très importante. Et entre parenthèses, vous aviez le poids que représentait chacun de ces segments par rapport au chiffre d'affaires total de l'officine. Donc, les médicaments à TVA 2,1, 71%, TVA 10, 6%, TVA 5,5, 10% et TVA 20%, 13%. Slide suivante. Là, c'est par profil de pharmacie. Merci. Donc là, vous avez l'évolution du chiffre d'affaires par profil de pharmacie. En fonction des très grandes pharmacies, on voit qu'elles ont été beaucoup plus impactées. Moins 19, moins 23% dans les semaines qui suivent le confinement. Et quand on regarde les très, très grosses pharmacies, c'est-à-dire les pharmacies au-delà de 30 millions, ce qu'on appelle pour nous les XXXL, elles sont à moins 65%. Les grandes pharmacies, un peu moins impactées, moins 12, moins 17%. Les moyennes, elles se retrouvent avec une baisse de moins 15, moins 20% semaine 13, 14. Et les toutes petites, en fait, un peu comme les grandes, ont résisté un tout petit peu mieux, mais avec quand même une baisse extrêmement forte à moins 13 et moins 18% dans les semaines qui ont suivi le confinement. En fait, ce qu'on voit, Patrick, et ce que tu voulais pas leur dire, c'est que en fait, l'évolution du chiffre d'affaires des pharmacies ne dépend pas tellement aujourd'hui du chiffre d'affaires qu'ils faisaient, mais beaucoup plus de l'implantation de chacune d'entre elles. Et c'est vrai que sur les triple XL, elles sont plutôt en passage, et à la fois pour le touriste et à la fois dans les centres commerciaux ou dans les gares. Et donc, c'est vrai qu'elles sont très impactées. Et en fait, le processus impacte toutes les pharmacies, quelle que soit sa taille de chiffre d'affaires. Ce qui va jouer davantage maintenant, au moins jusqu'au 11 mai, c'est l'implantation de ces pharmacies et quelle est sa capacité de toucher une grande partie de la population à brève distance. Alors, en ce qui concerne maintenant le médicament remboursable. Donc, sur le médicament remboursable, la situation par rapport à la semaine précédente se prolonge avec une baisse en semaine 14 de moins 13% en chiffre d'affaires hors taxe et moins 10% en moins 9% en unité. Donc là, on compare la semaine 14 2020 à la semaine 14 2019. Quand on regarde ensuite quelles sont les classes, slide suivante, qui contribuent le plus à la croissance, on retrouve les analgésiques antipyrétiques, donc principalement classe du paracétamol. Ensuite, donc avec plus 21%. Mais ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'en semaine 14, on a cette baisse, on avait eu ce pic en semaine 12 et 13. Autant les analgésiques restent encore avec une progression de plus 21%. En semaine 14, les classes qui contribuaient le plus à la croissance commencent à avoir une involution aussi. Pourtant, ce sont celles qui étaient les plus dynamiques. Donc, les tranquillisants, moins 5% en semaine 14, les antidépresseurs, moins 12%, les antitussifs, moins 12%, et parmi les antibiotiques, les pénicillines à spectre large, moins 34%. Quand on regarde le même graphe sur les classes qui contribuent le plus à la décroissance, là, on a des situations encore plus, bien sûr, plus importantes avec des involutions très fortes. Il s'agit des anti-allergiques à moins 38%, les antispasmodiques à moins 39%, les anti-inflammatoires et les antalgiques locaux, moins 47%, vaccins, moins 60%, et les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, moins 64%. Alors, cela est dû pour les anti-inflammatoires essentiellement aussi aux recommandations qui avaient été faites. Pour la vaccination, c'est clairement la baisse du trafic, que ce soit en médecine ou en pharmacie, qui explique
cette situation. Alors, qu'est-ce que cela donne au niveau des ruptures? Vous savez que le GERS suit aujourd'hui la situation sur les ruptures de médicaments. Vous avez dit qu'en semaine 13, il y avait eu un taux de rupture qui avait augmenté pour la totalité des médicaments remboursables. Ce taux continue à augmenter en semaine 14, puisqu'il atteint aujourd'hui 15,3%. Mais indicateur qui est intéressant, le taux de rupture pour les produits sans équivalent, lui, a rebaissé, puisqu'il se situe à 1,2%. Aujourd'hui, nous avons 1709 présentations qui sont aujourd'hui en rupture. 63,6% concernent le répertoire et 36,4% concernent des produits hors répertoire. Ce qui est à noter, c'est que quand on regarde la durée des ruptures, donc entre la semaine 13 et la semaine 14, semaine 13, on avait eu une explosion des ruptures d'une semaine. Là, nous avons, c'est dans le camembert, la partie en blanc. Dans la semaine 14, on voit que cette partie blanche, donc les ruptures des produits de plus d'une semaine, ont diminué, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a des produits qui sont en rupture maintenant. Donc, la partie 2 semaines a fortement augmenté puisqu'elle est passée de plus de 10% à aujourd'hui plus de 20% pour les produits en 2 semaines. Donc, on a un rallongement de la durée de l'indodisponibilité de ces produits. Alors maintenant, on a souhaité également faire un zoom au-delà des produits liés au Covid-19, faire un zoom sur ce qui s'est passé sur les autres pathologies et sur les maladies chroniques. Alors, on a choisi un certain nombre de domaines. On a pris d'abord les antidiabétiques. Donc, on voit que sur les antidiabétiques, la plupart des patients ont anticipé, comme on le retrouve pour les hypocholestérolémiants, avaient anticipé cela et étaient allés en officine chercher leur traitement. Les officinaux avaient anticipé en augmentant leur stock. Donc, on a eu ce pic en semaine 12, à la fois sur les antidiabétiques, sur les hypocholestérolémiants. En semaine 13, il y a eu, concernant les antidiabétiques, on a eu encore une progression. Les gens ont continué, bien entendu. On est sur des produits majeurs à aller chercher leur traitement. Donc aujourd'hui, on a ce ralentissement et cette petite involution. Est-ce que c'est lié plutôt au fait que plus de patients ont anticipé la situation et de fait, on se retrouve en semaine 14 avec cette légère régression. On peut avoir à peu près le même raisonnement pour les anticholestérol. Quand on regarde les antihypertenseurs et les antidépresseurs, on a exactement les mêmes courbes. Donc, forte anticipation en semaine 12. En semaine 13, on continuait quand même à avoir une anticipation de stockage de la part des pharmaciens d'officine. Le sell-out, lui, était à un niveau un peu plus bas. On se retrouve au niveau du sell-out à des consommations, à des sorties qui sont aux alentours de 1% pour les antihypertenseurs en semaine 13, 0% pour les antidépresseurs. Et en semaine 14, là, on se retrouve avec des sorties qui sont en régression pour ces deux classes. On a regardé également ce qui s'était passé au niveau des anti-TNF et de la sclérose en plaques. Donc, de la même façon, forte anticipation en semaine 12, baisse en semaine 14 tout en restant proche de 0 pour les deux classes, les anti-TNF et les produits de la sclérose en plaques. Et ensuite, en semaine 14, on constate une baisse importante, en particulier au niveau du sell-out, où beaucoup de patients avaient dû anticiper cette situation. Donc, ce qui sera intéressant de voir, c'est comment les choses se prolongent sur les semaines à venir. On a également voulu regarder ce qui se passait au niveau des petits et grands conditionnements. Donc, on a regardé sur les classes qui étaient concernées. Donc, il y a eu
quand vous regardez les antidiabétiques, il y a eu un pic très fort sur les grands conditionnements. Il était important également sur les petits. Mais ensuite, une chute qui a été très forte sur les semaines 13 et 14, puisqu'aujourd'hui, les grands conditionnements sont à moins 14% sur cette période. Pour les hypocholestérolémiants, on a eu à peu près le même phénomène, mais avec une baisse qui a été encore plus marquée sur les grands conditionnements pour les hypocholestérolémiants, comme pour les antihypertenseurs, où les petits conditionnements ont continué à progresser pour tous ces types de produits. En semaine 13 et 14, vous voyez, plus 5% pour les antidiabétiques, bon après moins 2%, plus 10 et 0 pour les hypercholestérolémiants, et plus 12 et plus 2% pour les antihypertenseurs. Donc un effet plus marqué pour les grands conditionnements en post-confinement. Enfin, dernière classe que l'on a souhaité regarder, c'est les produits du sevrage tabagique. On a comparé donc les données sell-out entre les semaines 1-14 2019 et 1-14 2020. Quand on regarde l'évolution des ventes de ces produits anti-tabac, on voit qu'en saline, il y a eu une augmentation régulière depuis le début de l'année. On est passé à avoir des évolutions pour le début de l'année en saline, à des commandes de pharmaciens extrêmement importantes. En sell-out, les ventes, elles, sont restées assez stables. Il y a eu une petite augmentation en semaine 12 et ensuite une forte baisse à partir des semaines 13 et 14. Donc, un stock qui sera sûrement assez important en officine sur ce type de produit. Quand on regarde ce qui s'est passé au niveau des prescriptions, la part des prescriptions au niveau du sell-out, celle-ci est restée globalement assez stable avec une légère tendance à la décroissance depuis le début de l'année, mais avec quand même un niveau assez proche. On était aux alentours de 55% en début d'année, on est aux alentours de 53-54% en fin d'année, en semaine 14. Je vais laisser maintenant David vous présenter ce qui s'est passé au niveau de l'automédication. Donc l'automédication, donc on est sur la prescription médicale facultative achetée hors prescription. Et donc on voit que en semaine 14, la diminution qu'on observait en semaine 13 continue. On est à quasiment moins 20% en chiffre d'affaires et moins 21% en unités. Et quand on regarde les classes qui bénéficient le plus en automédication de cette période de confinement, donc c'est le tonus et vitalité qui reste très dynamique. On a vu tout était quasiment dynamique sur la semaine 12, mais on est toujours en semaine 14 à plus 54% versus la semaine 14 de l'année passée. Tout ce qui est antiseptique, on est à plus 9 et on voit que les 3 autres classes qui étaient très dynamiques sur ces 4 dernières semaines deviennent moins dynamiques que l'année dernière. On est à moins 20% sur douleur et fièvre, moins 28% sur la toux et moins 34% sur le mal de gorge. Et donc, la question qui peut se présenter, c'est toujours maintenant de se dire comment on va pouvoir gérer l'état des stocks, comment on va pouvoir gérer les ventes le plus réactivement possible. Et donc, je vais tenter quelque chose. Croyez pas que c'est un problème technique, je vais changer d'outil. Hop. Alors, hop. Et donc là, vous voyez, c'est l'outil avec lequel on s'occupe bien sur cette période. À droite, vous avez les ventes. Donc, j'ai choisi, même si les ventes diminuent, j'ai choisi une classe qui est le paracétamol, puisque du coup, même à l'heure du déjeuner, j'ai des ventes, quel que soit le produit. Pour ne pas faire de value, je vais prendre aussi bien Doliprane que d'Afalgan. Et donc, du coup, de pouvoir voir justement comment évoluent les ventes
en live de l'ensemble de ces produits-là et aussi de pouvoir voir justement comment va se passer, donc comment ça se met à jour, comment évoluent aussi les niveaux de stock de chacun de ces produits-là et comment ça apparaît. Donc, quand on va aller dans métriques, on va pouvoir voir, sachant qu'avec toutes les connexions, c'est un petit peu lent, mais du coup, on va pouvoir voir le niveau de stock de chacun des produits et les ventes qui s'effectuent au jour le jour. Ne voulant mettre personne en porte-à-faux, je vais repasser sur la présentation. Et du coup, l'idée, c'était de pouvoir partager avec vous justement l'évolution de ces ventes-là et que vous puissiez avoir un outil qui vous permette de pouvoir suivre les évolutions des produits en live. Donc, je retourne sur la présentation. On pourra y revenir tout à l'heure, mais n'hésitez pas. Ce qu'on voit également, du coup, en décroissance, on l'avait vu la semaine dernière et ça ne fait que s'amplifier. On a les douleurs musculaires, les hématomes qui sont en baisse. C'est vrai que le fait de rester en proximité réduit la charge musculaire et les ecchymoses et les hématomes. La diarrhée aussi, on est à moins 50%. Probablement lié à l'usage du gel hydroalcoolique et le fait qu'il y ait de moins en moins de nomadisme et donc du coup moins en moins de transfert de microbes. Tout ce qui touche au corps est également à moins 30%. Et la parodopathie, en vrai, vous avez vu, moins 63% sur le bucco-dentaire, sur cette classe de médicaments. Hop. L'autre point sur le paracétamol, c'était un point important du décret du 17 avec applicable au 18 mars sur le paracétamol et la délivrance du nombre de boîtes sur conseil. Et on voit que sur tous les premiers jours d'avril, on est toujours à moins de 2% des délivrances sur conseil qui sont au-dessus de 2 boîtes. Donc effectivement, le conseil du pharmacien est tout à fait en adéquation avec le décret. Sur le self-care et la nutrition, l'idée, c'était de regarder l'évolution sur ce marché-là en se servant de la BCB qui équipe 8 pharmacies sur 10 sur le référentiel des produits de santé, qu'ils soient médicaments ou autres. Et on voit sur le self-care qu'on était à moins 13 en semaine 13. On est passé quasiment en moins 20 sur la semaine 14. Et quand on va regarder les principaux contributeurs à la croissance sur ces 4 dernières semaines, on a toujours l'assainissant qui est en croissance. Les régimes d'exclusion, c'est tout ce qui va toucher aussi bien la nutrition infantile spécifique, anti-régurgitation, mais également tout ce qui va être vegan et sans gluten, donc qui reste dynamique sur cette semaine 14 et qui était dynamique aussi depuis le confinement. On voit aussi tout ce qui est immunité, donc compléments alimentaires et probiotiques, immunité et défense naturelle, qui sont toujours très dynamiques sur le marché, plus 86%. Donc, quand vous voyez le yo-yo que font certaines catégories, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, effectivement, on voit que pour avoir une décroissance à moins 13% avec des classes qui sont en très forte évolution et d'autres en très forte involution, on voit que la gestion du stock, la gestion de l'activité de ce qui se passe en ce moment va nous aider à pouvoir définir comment, une fois le confinement levé, si on reste sur la date du 11 mai, quelles sont les dynamiques qu'on va pouvoir mettre en place. Les huiles essentielles restent dynamiques, 45% de croissance. On l'avait vu la fois précédente, notamment la Ravinsara et d'autres HE qui sont fortes. Le confort respiratoire, le tonus vitalité. Et puis ensuite, même s'ils ont été dynamiques sur les 4 dernières semaines, aujourd'hui, ils sont en forte décroissance. C'est douleurs et fièvre, la toux, le mal de gorge et rhume et grippe. Pareil sur la décroissance sur le self-care. Donc, c'est toujours le sportif. La douleur musculaire, articulaire, arthrose en forte baisse. La plus forte baisse est la perte de poids. Donc, du coup, qui combine à une inactivité. Donc, je vous assure que probablement, une fois le confinement levé, la perte de poids devrait reprendre une dynamique. Et puis aussi, on a l'orthopédie et la diarrhée qui sont aussi en forte baisse.
Un petit point, on vous l'avait promis la semaine précédente sur la cosmétique, avec l'idée, c'était de se centrer plus sur la cosméto que sur la dermocosmétique au sens large. Donc là, c'était vraiment de se centrer sur le corps et le visage et le solaire. Donc on voit qu'effectivement, un petit regain enfin un petit regain, une baisse qui est moins importante que la semaine 13, puisqu'on est descendu jusqu'à moins 35%, on est à moins 24%, ce qui est quand même sur 1,2 milliard, 1,3 milliard de chiffre d'affaires, qui est quand même une baisse très importante. Et quand on regarde selon les segments, donc entre le corps, sachant que dans le corps, on n'a pas mis tout ce qui est les gels hydroalcooliques, on est vraiment sur hors les mains et hors hygiène, donc vraiment plus la cosmétique. On est à moins 20 entre la semaine 13 et la semaine 14. Sur le visage, donc tout ce qui va toucher aux antirides, mais pas que, on est à moins 33 en semaine 13 et à moins 24 la semaine précédente. Le solaire, même si certains ont la possibilité d'être confinés avec un jardin et de profiter des beaux jours, on observe quand même une chute ou un effondrement du marché solaire, puisqu'il était à moins 72% en semaine 13, il est passé à moins 60 en semaine 14. Et les coffrets, donc c'était de faire un petit focus aussi sur les lots, ils sont aussi, eux, sur ces segments-là, entre moins 60 et moins 50% entre la semaine 13 et la semaine 14. Sur l'hygiène, pour regarder un petit peu l'évolution de l'hygiène et de pouvoir voir comment elle se ventile. Et donc là, on est hors gel hydroalcoolique, bien sûr, c'était plus de regarder tout ce qui est savon et lavant. Donc, belle dynamique avant le confinement. Et puis, on est entre moins 14 et moins 11 sur les 2 dernières semaines. Donc, c'est vrai que ça fait partie des segments légèrement préservés, sachant qu'on l'a vu quand même, il reste en décroissance. Et dernier point, c'était pour finir sur une note plus optimiste, c'était de regarder les produits spécifiques mains hors gel hydroalcoolique. On a eu pas mal de discussions aussi bien sur les réseaux, sur le fait d'utiliser les gels hydroalcooliques à fréquence très, très remarquable. Est-ce qu'il y avait un impact sur les crèmes réparatrices pour les mains? Et donc, vous pouvez voir qu'on a des belles croissances de ce segment depuis le confinement, puisque plus 70%, et il a doublé la semaine dernière. Donc, c'est vrai qu'il y a des segments, on l'a vu avec l'immunité, on le voit avec les produits spécifiques pour les mains, des segments qui sont plutôt bien orientés sur cette période de confinement. Patrick, un petit point sur l'hôpital? Merci David. Donc effectivement, on va enchaîner par ce qui s'est passé à l'hôpital sur sur la dernière semaine. Donc sur l'activité globale et sur les achats hospitaliers, on avait vu qu'il y avait eu une forte augmentation dès le moment du confinement. Donc slide suivante. Donc, une très forte augmentation en semaine 12, plus 43%. Et on est encore en semaine 13 et en semaine 14 sur des achats hospitaliers qui restent encore très forts, puisqu'ils étaient encore à plus 20% en semaine 13 et ils sont encore à plus 6%. Donc, une consommation à l'hôpital qui est très forte. Alors, bien entendu, cette consommation, et on va le voir par la suite, est plutôt axée sur certains produits, et on verra en particulier sur les produits de réanimation. Mais on a des segments à l'hôpital qui sont extrêmement dynamiques. Sur la slide suivante, donc vous allez voir quelles sont les classes qui ont contribué justement le plus à cette croissance. On retrouve les myorelaxants qui ont explosé en semaine 14. Alors là, c'est essentiellement lié aussi aux commandes des hôpitaux de la région Île-de-France, où
Il y a eu des commandes de myorelaxants, bon, les macros, plus de 1000% au niveau de ces produits, 468% pour les macrolides, les anesthésiques généraux, bon, les solutés électrolytiques, le potassium, les antiépileptiques, bon, tous les produits qui sont aujourd'hui utilisés dans le domaine de la réa et des urgences ont fortement augmenté. Quand on regarde les produits eux-mêmes, il y a des produits qui ont eu des croissances, bien sûr, extrêmement fortes. C'est le cas d'un des curares, hein, l'atracurium, qui a eu une augmentation de près de 4000% sur cette semaine 14, et avec déjà des semaines 12 et 13 où il était en très très forte augmentation. Ce qui est très important, c'est que cela souligne aussi la capacité des laboratoires concernés de pouvoir ajuster leur outil de production et de pouvoir produire des quantités qui étaient, je ne vais pas dire inconcevables il y a encore quelques temps, mais presque. Donc, ils ont réussi à pouvoir maintenir un outil de production à un niveau extrêmement, extrêmement élevé. C'est le cas également d'autres produits comme le midazolam, la doxycycline, les amoxicillines, bon, et tous les autres produits qui sont utilisés dans le cas de cette médecine d'urgence et de réanimation. Quand on regarde ensuite plus spécifiquement ce qui s'est passé sur les produits de réanimation et sur les achats des hôpitaux, on voit que ces achats qui étaient à peu près aux alentours d'1 million d'UCD, hein, tout confondu sur les semaines pré-confinement, ont été multipliés par 3 au global, voire par 4, puisqu'on se situe à près de 4 millions d'UCD uniquement sur ces produits en semaine 14. Donc une augmentation qui se prolonge et qui est liée à l'afflux de patients qui arrivent, bien entendu, dans tous les services de réanimation. Quand on regarde sur les produits, hein, ce que cela donne, je vous avais montré tout à l'heure, hein, les classes les plus contributrices, mais là, on a voulu faire vraiment sur les produits qui sont essentiels au niveau de la réanimation, c'est-à-dire on a pris 2 curares. Bon, le premier, l'atracurium, vous avez vu tout à l'heure l'augmentation des ventes. Vous voyez ici l'autre curare qui est extrêmement utilisé, le cisatracurium, qui a aussi eu une augmentation très forte, qui là est en plateau un peu sur la semaine 13. Mais ensuite, les autres produits qui sont beaucoup utilisés, comme le midazolam, eux continuent fortement d'augmenter. Alors là, on est lié aux achats des hôpitaux de la région Île-de-France, hein, qui ont fait des commandes extrêmement importantes, l'assistance publique de Paris, bien entendu. Et on retrouve cela également au niveau du propofol, avec quand même des augmentations un peu moins fortes, parce que le propofol est un produit qui est de toute façon très largement utilisé et pour lequel les hôpitaux avaient quand même des niveaux de stock importants. Donc voilà pour cette analyse sur les différents segments, sur la médecine générale, l'officine, l'hôpital. Et maintenant, on est très heureux d'accueillir dans cet atelier Patrick Bertin, qui va nous livrer quelques premiers éléments de réflexion sur l'après-crise et sur toutes les questions qu'on peut se poser les uns et les autres. Patrick, je te laisse la parole. Bonjour à chacun, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Ça va? Bien. Eh bien, alors, en fait, Patrick Oscar m'a demandé d'intervenir quelques minutes avec vous en tant que chroniqueur du tableau de bord du Gers. Et ma première réaction quand tu m'en as parlé, c'était, en fait, c'est vrai que les choses changent tellement vite, on a entendu tellement de choses qui ont été contredites les semaines suivantes, ou même les jours suivants, ça me semblait un petit peu tôt. Et puis en même temps, je me suis dit, bon, on peut toujours essayer de donner quelques éléments de réflexion. Alors c'est modeste, hein, je vous demanderai vraiment votre bienveillance.
mais ça peut permettre peut-être de poser certaines choses. Voilà. Donc, j'ai essayé à partir de quelques éléments que je vous ai mis sur le papier. Le premier, c'est quelque chose d'assez général, David. C'est en fait, autour de moi, les gens me demandaient un petit peu, enfin, on se demandait les uns les autres finalement, qu'est-ce qui portait comment ça allait évoluer tout ça. Et puis, c'était tellement brutal la manière dont c'est arrivé qu'on pouvait se demander quelles étaient les choses qui allaient permettre de redresser la barre. Et finalement, quand on regarde en fait sur les choses qui vont faire que déjà maintenant et puis dans les semaines à venir et dans les mois à venir, les solutions pourraient être trouvées, on s'aperçoit qu'elles reposent complètement toutes sur les industries de santé, puisqu'en fait, déjà aujourd'hui, bien sûr, les usines tournent et il y a un nombre incalculable d'études cliniques qui se sont mises en place à une vitesse incroyable. Et on est prêt à produire en masse, mais c'est surtout que les outils pour sauver des vies, en dehors de ce qui existe déjà sur les gestes et sur les distanciations, c'est les masques, c'est les tests, c'est les respirateurs, c'est les médicaments, c'est les vaccins. Autrement dit, c'est uniquement les industries de santé et la recherche publique qui sont la solution. Alors, c'est assez, vu de l'extérieur, c'est un petit peu, comme d'habitude, c'est-à-dire que tout ce que fera l'industrie là-dessus, si elle réussit, c'est normal. C'est-à-dire que l'industrie n'est pas mentionnée comme aujourd'hui comme disons le secteur qu'on félicite. On félicite d'abord, et c'est normal, les soignants et tous les métiers essentiels à la vie. Mais en même temps, si elle a le moindre faux pas, l'industrie sera critiquée comme d'habitude. On a vu d'ailleurs beaucoup d'articles sur l'origine des principes actifs et sur donc qui est une des raisons des inquiétudes sur certains produits. Voilà. Donc c'était une première remarque. Alors la deuxième chose, donc c'était, comme me demandait Patrick, de réfléchir sur les conséquences. David, si vous voulez passer voilà, ça vous permet d'avoir quelque chose sous les yeux. Les conséquences de la pandémie. Alors il y en a énormément. Il n'est pas question de les lister toutes, pas du tout cette prétention. D'abord deux qui sont évidentes, mais il faut quand même rappeler. D'abord, il y aura certainement davantage d'argent pour les hôpitaux à l'avenir. C'était déjà nécessaire depuis quelques temps. Il y avait eu un virage stratégique qui a été fait, mais à très petite dose. Là, clairement, d'ailleurs, le président de la République a été obligé de l'annoncer au début avril. Il va y avoir beaucoup plus d'argent pour les hôpitaux. Alors, sous quelle forme, on ne sait pas, mais enfin, il y aura quelque chose qui va changer la donne budgétaire, certainement, au moins pendant quelques années. Et puis le deuxième point que tout le monde bien sûr comprend dans l'industrie, c'est que l'indépendance sanitaire devient un vrai sujet. Et puis, plus que l'indépendance sanitaire, c'est même toute la question des délocalisations, et pas seulement d'ailleurs pour le médicament. Après, les conséquences plus globales, il me semble, alors je ne suis pas macroéconomiste, mais que le freinage exceptionnellement brutal de la croissance qui va être observé en 2020, on parle d'un PIB autour de moins 5, moins 6, moins 7, même peut-être plus, il va continuer après 2020, d'abord parce que la croissance économique, elle est liée en fait, comme toujours, à la confiance des acteurs de l'économie, et que la confiance des acteurs de l'économie, elle reviendra quand les gens pourront vivre comme avant, sans crainte. Et que d'autre part, la croissance française, elle est liée aussi à la croissance mondiale, et que les pays intermédiaires souffriront encore plus que nos pays développés. La deuxième chose évidente, c'est qu'évidemment, il y a un besoin qui a déjà commencé, bien sûr, d'une politique sociale très généreuse pour réparer les dégâts, puisque la pauvreté va augmenter, et que donc la conséquence de, d'une part, le ralentissement de la croissance, donc des recettes, et des dépenses énormes supplémentaires, c'est un effet de ciseau massif sur les comptes publics. Vous avez vu que les chiffres changent tous les jours. Ce matin, donc après l'intervention d'hier, le ministre des Comptes publics parlait d'une dette à 115% du PIB. On pourrait arriver très vite en 2021 à 125, 130. Un déficit public à 9% cette année, etc. Et puis, le dernière peut-être conséquence, alors beaucoup plus largement de la pandémie, c'est qu'il me semble que ce qui se passe peut fonctionner comme un avertissement pour la planète. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir un renforcement de la prise de conscience écologique et que du coup, ça peut, évidemment lentement, il ne faut pas rêver, induire un nouveau modèle de croissance qui se mettrait en place progressivement et voir des nouveaux modes de vie, et que clairement, ça peut changer la donne au niveau économique, pas tout de suite, mais à terme, de manière clairement plus positive.
Il y a une phrase qui m'a beaucoup parlé, que je vous partage. Je ne pourrais pas vous dire d'où ça vient, qui résume un petit peu ça. C'est la terre pleure et les pauvres pleurent aussi. Et ça résume bien le fait que les deux défis à venir pour notre société, c'est à la fois un défi de pauvreté et un défi climatique. Alors, je reviens sur notre sujet de système de santé et assurance maladie. Donc, David, si vous voulez bien. Il me semble qu'il y a en fait deux scénarios possibles et qu'on sera de toute façon ni dans l'un ni dans l'autre, mais certainement un petit peu dans les deux, quelque part entre les deux. D'abord, il faut rappeler qu'aujourd'hui, la sécurité sociale s'est rééquilibrée quasiment, hein, puisqu'on a fini à moins 1,9. Alors, quand je dis sécurité sociale, c'est hors chômage, donc c'est les 4 risques plus le FSV. Donc, on a fini l'année 2019 à moins 2 milliards, à dire, alors qu'en 2010, au plus fort de la crise économique précédente, on était à moins 28. Donc, on a fait un redressement tout à fait exceptionnel. Mais ce qu'on a oublié, c'est que ce redressement, il a eu certes eu lieu parce qu'il y a eu une régulation très forte sur l'Ondam, parce qu'il y a eu une réforme des retraites exigeante, puisqu'on est passé à 62 et 67, hein, donc la réforme de 2011. Mais il ne serait jamais arrivé si on n'avait pas eu les 25 milliards de hausse de prélèvements obligatoires et de transferts. Autrement dit, ce rééquilibrage, il n'est qu'apparent et on a oublié qu'il n'était pas structurel et surtout que cette hausse des prélèvements obligatoires, elle n'est pas reproductible. Si on ajoute le fait qu'avant même que cette pandémie arrive, on avait une équation financière qui était déjà quasi insoluble, en tout cas pour être gentil, très ardue, puisqu'on avait à la fois à répondre à un tendanciel des dépenses de santé à 5, un déficit tendanciel des retraites, comme vous le voyez dans toutes les études du corps, qui est assez important, un financement de la dépendance qui n'a pas commencé mais qui arrive, enfin, en tout cas qui doit beaucoup augmenter dans les années à venir, et le tout devait se faire en baissant les prélèvements obligatoires, puisqu'on avait au début du quinquennat des objectifs assez élevés de baisse des prélèvements obligatoires. On se rend compte que même avec la croissance économique qu'il y a eu, on en est aujourd'hui loin, avant même la pandémie. Donc, on peut imaginer évidemment qu'après la pandémie, ce sera encore plus compliqué de résoudre cette équation. Je rappelle quand même par rapport à la baisse des prélèvements qu'en France, on est sur ce qu'on appelle alors ça, c'est les termes de l'Institut Molinari. Ils regardent le jour de l'année où on a fini de payer les dépenses publiques. Hein, donc, en France, près 55% du PIB. Hein. Le jour de la libération fiscale et sociale, en France, on est autour du 28 ou 29 juillet cette année, alors que la moyenne européenne est plutôt vers la mi-juin. Donc, on a besoin de retrouver de l'agilité pour notre économie, on a besoin de retrouver de la compétitivité. Par exemple, ça fait des années qu'on parle de baisser les impôts sur la production, et ça n'a pas encore été fait, même si ça a été promis dans le cadre du quinquennat actuel. Pour l'instant, c'est toujours pas arrivé. Or, c'est un enjeu important pour notre pays. Donc, c'est pour dire qu'on a une équation qui est donc très difficile à résoudre, pour pas dire impossible, et que donc le premier scénario, ça pourrait être tout simplement de faire comme avant, c'est-à-dire du point de vue de l'Ondam, de continuer avec l'hyper-régulation de l'Ondam qu'on connaît, avec simplement comme ajustement le fait qu'il y aurait un plan pour l'hôpital. Mais si on continue avec l'hyper-régulation de l'Ondam, on continue avec une régulation essentiellement par les prix, une régulation qui est peu structurelle, qui est peu médicalisée, et c'est sans issue. Et c'est plutôt un cercle vicieux économique. Surtout si c'est bien pendant quelques années, mais pendant des lustres, un lustre c'est 5 ans, hein, pour information. C'est un lustre encore ça va, des lustres c'est pas très bon pour notre économie. Et puis évidemment, il y aura clairement dans ce scénario 1 la tentation, et là vous serez directement concerné, de faire payer les industries riches, l'industrie pharmaceutique, et aujourd'hui, elle sera encore après la pandémie évidemment, une industrie riche, et que le fait qu'en 10 ans, depuis 2010 à 2019, le chiffre d'affaires régulé net de prélèvement, hein, comme j'ai eu l'occasion de le montrer, était égal à 0. On est au niveau de fin 2009 pour l'industrie, pour le médicament, et que malgré ça, pendant ces 10 ans, il y a eu quand même énormément d'innovations. Hein, je pense contre le cancer ou bien l'hépatite C.
et que l'innovation va encore beaucoup s'accélérer à partir de 2020. Je veux dire, on ne voit pas trop comment va se présenter ce scénario 1 du point de vue de l'industrie pharmaceutique. Et alors, David, s'il vous plaît, la possibilité, par contre, c'est de s'orienter, je vais en terminer par là, vers un deuxième scénario. Et ce scénario 2, bah, je l'ai appelé ce matin se réinventer. Donc, j'ai réemployé un des mots employés à la fin de son intervention, enfin, sauf erreur, par M. Macron hier. C'est en quelque sorte un scénario de rupture. Alors, ce n'est pas une révolution, hein, c'est simplement un scénario de rupture, on va appeler ça une rupture contrôlée. Voilà. Et pour comprendre comment ce scénario peut avoir un sens par rapport au scénario d'hyper-régulation de l'Ondam qu'on connaît depuis 20 ans, eh bien, il faut simplement, il me semble, d'abord regarder qu'est-ce qui a changé en 20 ans. Alors, j'avais eu l'occasion, et puis c'est un peu dans ce cadre que j'interviens, d'écrire, puisque Patrick me fait écrire des articles pour le tableau de bord du Gers. Donc, en septembre 2018, j'avais écrit un petit article qui s'appelait 20 ans après, que j'avais écrit parce qu'on était à ce moment-là à 20 ans d'Ondam. Un Ondam a commencé, enfin 21, a commencé en 1997. Et il me semblait, je disais qu'il me semblait qu'il y avait trois, enfin il y a plein de choses qui ont changé en 20 ans dans la santé, mais il y en avait trois qui avaient changé vraiment énormément, qui avaient été des bouleversements. Le premier, c'est qu'il y avait une hausse très importante des maladies chroniques à âge égal, c'est-à-dire la partie épidémiologique de la croissance. Maladie chronique est grave, donc parce qu'il y a d'autres facteurs à la hausse de maladie chronique, il y a le vieillissement tout simplement, par exemple. Mais ça explique la moitié, la facteur épidémiologique à âge égal explique la moitié de la hausse. Le deuxième chose qui a beaucoup changé, c'est évidemment l'irruption d'Internet, qui n'existait pas, des outils numériques. Et puis le troisième, c'est toutes les réformes sur la couverture santé. En 2000, la CMUC, plus tard l'aide à la complémentaire santé, qui maintenant s'appelle CSS, s'est fondue, la couverture santé obligatoire en entreprise, et puis toute la réforme récente sur le 100% santé qui démarre dans les trois domaines où il y avait du renoncement aux soins. Si bien que, comme vous le savez, même s'il y a encore pour une vraiment petite fraction de la population des trous dans la couverture, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de complémentaire santé, qui sont au-dessus du seuil de la CMUC, vous avez vraiment une évidence, c'est que la France est de loin le pays qui est le plus enviable du point de vue du recherchage personnel, et que donc c'est un atout énorme, et surtout c'est un changement énorme par rapport à il y a 20 ans. Du coup, ça pourrait permettre de regarder sous un autre angle la question du partage du financement. Parce que finalement, si on voulait le résumer en une phrase, on pourrait dire que la France, finalement, aujourd'hui, n'a pas, alors ne citez pas, c'est dit un peu brutalement, n'a pas de problème de remboursement. Ce n'est pas complètement vrai, je n'oublie pas les 2 millions de personnes qui n'ont pas de complémentaire santé. Mais par contre, a des problèmes d'accès aux soins. Ça, c'est sûr que c'est vrai. Je pense aux déserts médicaux, à l'attractivité des postes hospitaliers, enfin plein de choses, à l'engorgement des urgences, etc. Alors, c'est quoi finalement ce scénario 2 ? Ce scénario 2, c'est de sortir par le haut du mode de régulation actuel, qui est finalement sans issue, parce que c'est une régulation par les prix qui tire vers le bas et qui en fait, évidemment, fait perdre des emplois, en tout cas qui n'en crée pas. Et donc, c'est mieux tirer profit du fait que la santé est potentiellement créateur d'emplois, pas seulement la santé d'ailleurs, mais le médico-social. Et du coup, eh bien, comment on le fait? Parce que c'est bien beau de le dire. Eh bien, ça veut dire qu'il faut faire évoluer les modes de vie et de production. Je pense à la malbouffe, je pense à la sédentarité, je pense à la pollution. Je vais ouvrir une parenthèse. La pollution de l'air, selon l'OMS, c'est chaque année entre 5 et 9 millions de morts prématurées. Vous voyez qu'on est sur des chiffres qui, là aussi, vraiment sont vertigineux. Je pense au mode de production, les pesticides, par exemple, etc. Il faut aussi globaliser, il faut aller vers une plus grande globalisation des prises en charge. Aujourd'hui, on est dans un système, si vous voulez, qui n'est pas tenable parce qu'il est inflationniste. C'est-à-dire que vous avez conjointement une liberté quasiment totale de consommation, une rémunération à l'acte à la fois en ville et à l'hôpital qui est généralisée, une complémentaire qui est quasi généralisée, par-dessus le marché, vous avez un tiers payant qui est en voie de généralisation totale. Quand vous mettez ces quatre choses-là, qui sont extrêmement inflationnistes, avec l'effet du vieillissement, l'effet de l'épidémiologie mentionnée et l'effet du coût de l'innovation, vous arrivez à un ensemble de facteurs qui est complètement intenable et qui explique d'ailleurs l'engorgement qu'on a aujourd'hui au niveau de l'assurance maladie, le tendanciel à 5% et la régulation à la moitié, à 2,5%.
Donc, si on arrive à, si on va vers une globalisation des prises en charge, comme l'a timidement esquissé le plan du gouvernement présenté l'année dernière, si on va vers on accélère énormément la délégation des tâches, si on incite financièrement à telle et telle chose, à telle et telle chose qui va dans ce sens-là, si on responsabilise, parce qu'il faut que le patient soit acteur, il y a plein d'outils possibles. Hein. Si on tire parti pour organiser tout ça différemment des nouveaux outils numériques, on le voit d'ailleurs actuellement qu'on y arrive. Et si bien sûr, pour ce qui vous concerne, vous, on encourage les entreprises innovantes et celles aussi qui produisent sur place, qui exportent, on a vraiment les moyens d'entrer dans le scénario 2. Mais alors, vous allez me dire, du coup, on va dépenser plus, comment est-ce qu'on finance tout ça? Ben, je crois, je finis par là, qu'il ne faut pas de tabou, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de réfléchir pour se demander si les équilibres de financement qu'on a actuellement sont vraiment les meilleurs pour l'efficience du système et pour le bien commun. Autrement dit, aujourd'hui, vous avez 3 financeurs, hein, la Sécu, les complémentaires, les ménages en propre, reste à charge personnelle. Je ne vois pas pourquoi l'équilibre qui existe aujourd'hui, les parts respectives, sont les meilleures. Je veux dire, est-ce que c'est démontré? Est-ce que c'est l'optimum? Je n'en suis pas sûr. Vous savez qu'il y a une dizaine d'années, on a parlé d'un bouclier sanitaire qui a pas mal d'avantages. On a mis en place des franchises. Est-ce qu'elles sont justifiées? Est-ce qu'il faut en mettre d'autres? Est-ce qu'il y a des choses à faire? On a parlé du système des ALD qui à lui seul est capital parce que 90% de la hausse des dépenses de soins de ville sont liées aux personnes en ALD. Voilà. Donc, est-ce que en fait, on ne doit pas tout simplement regarder tout ça sagement, sans idée préconçue, pour voir s'il n'y a pas des équilibres meilleurs? C'est tout l'enjeu aussi du débat qu'il va y avoir dans les 2 années à venir et puis des élections qui arrivent. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et encore pardon si ces réflexions sont un petit peu brutes comme ça. Merci beaucoup, Patrick, pour ces premiers éléments de réflexion hein, sur l'après-crise. L'exercice qu'on te demandait était difficile à faire. On est au tout début de ce qui se passe et je pense que les semaines à venir seront aussi riches d'informations et surtout de réflexions de toutes parts pour essayer d'apporter des réponses à cette crise sanitaire et à cette crise économique. Je tenais également à vous remercier tous pour votre participation à ce deuxième atelier virtuel. On a été près de 650 à se connecter aujourd'hui. C'est encore beaucoup plus que la semaine passée. Et cela nous incitera, bien entendu, à relancer, à réorganiser un nouvel atelier virtuel la semaine prochaine. Nous allons revenir vers vous rapidement pour vous communiquer la date et l'heure, ainsi que le thème ou les thèmes qui seront abordés. Merci à tous et très bonne journée et faites attention. Au revoir.